Merci d'être avec nous sur les antennes de la télévision Burkina Info. Nouveau rendez-vous de l'émission Le Grand Déballage. C'est un énorme plaisir pour nous de vous retrouver en ce dimanche, avec notamment ce rendez-vous capital tous les dimanches à partir de 20h30 sur nos antennes. Aujourd'hui, nous avons sur le plateau un invité exceptionnel. Enfin, j'espère bien qu'il va nous permettre ce qualificatif-là. Il est avec nous, Zéphirine Diabré, bonsoir. Oui, bonsoir. Le président de l'Union pour le progrès et le changement, chef de file de l'opposition politique. Comment vous allez, monsieur Diabré? Je me porte très bien, à la fois sur le plan physique et sur le plan politique aussi. Alors, vous allez très bien alors que vous avez eu quand même des insomnies parce qu'il a fallu pratiquement plus de 10 jours pour que la mairie vous donne finalement l'autorisation pour la marche meeting du 29 septembre. Bon, personnellement, je ne l'ai pas vécu comme un problème. La demande a été déposée dans les formes consacrées et je me suis dit que la mairie prenait un peu son temps pour faire l'ensemble des analyses qu'il fallait faire avant donc de l'accorder. Mais l'essentiel est que la nouvelle soit tombée, que donc l'autorisation est donnée. Est-ce que vous ne prenez pas un risque énorme avec cette insécurité ambiante dans la ville de Ouagadougou? Vous savez, la question que vous me posez là a été posée il y a de cela un an, lorsque nous avons organisé le meeting à la Maison du Peuple. J'entends encore les voix qui se lèvent pour dire... C'est totalement différent. Maison du Peuple et puis marche meeting, place de la Révolution, oui, ce n'est pas le même contexte peut-être. L'opposition a une expérience en la matière qui consiste donc à faire ce genre de manifestation qui rentre dans le cadre de ses prérogatives. Donc, vous vous souvenez que tout le temps où nous avons manifesté depuis quelques années, on n'a jamais vu ou assisté à des casses, à des troubles de quelque nature que ce soit. Donc, je disais en termes de boutade que si ça survenait un jour, notamment le 29 là, ce ne serait sûrement pas de notre fête. Alors, est-ce que vous avez toutes les garanties que la sécurité sera assurée à tous les niveaux, qu'il n'y aura pas d'infiltration, que les gens ne viendront pas troubler la quiétude des manifestants et autres? Bon, ça, nous avons la garantie que nous avons un système de sécurité qui sera à l'œuvre, qui va faire son travail comme il se doit. Mais vous me posez là une question qui relève de la divination. Je ne peux pas deviner s'il y a dans ce pays-là des partis politiques qui aimeraient profiter un peu de ce rassemblement des citoyens-là, ce jour-là, pour faire des troubles. Mais je peux vous assurer et vous reconfirmer ce que tout le monde sait, c'est que le CEFOP n'a jamais organisé une manifestation qui a dégénéré. Alors, une marche meeting le 29 septembre, cette marche va vous coûter combien en termes de financement, de mobilisation et également des ressources? La question n'est pas là. La question est surtout... c'est quand même une organisation. Oui, tout à fait, mais oui, nous sommes des partis politiques organisés au sein de l'opposition. Et nous avons des militants et nous mettrons tout en œuvre pour rassembler l'ensemble des énergies humaines et financières qui nous permettront donc de réussir la marche. Le plus important, c'est pourquoi est-ce qu'on l'a fait et qu'est-ce qu'on cherche à travers ça. Mais parlons des aspects financiers. Pourquoi vous ne voulez pas donner un montant? Vous avez quand même des prévisions, économistes comme vous. Oui, mais je ne l'ai pas sur moi ici. Non, mais ce n'est pas encore fini. C'est un travail qui se poursuit depuis plusieurs semaines. Je me rends compte que c'est une question qui est un peu sensible. Parce que si vous donnez un chiffre aujourd'hui, l'opinion pourrait peut-être mal l'interpréter. Non, non, pas du tout, pas du tout. Mais le comité d'organisation de l'OMA venu faire un bilan et j'imagine que s'il a les éléments complets sur le plan comptable, il va vous les livrer. Était-ce la solution ultime pour l'opposition politique de se faire entendre une marche meeting? Est-ce qu'il y avait une autre manière pour nous de nous faire entendre après 2 ans et demi de gestion de ce pouvoir, pendant lequel nous nous sommes concertés, nous avons limité nos actions uniquement à des communiqués de presse, à des conférences et à un seul meeting. Vous savez, on est à la moitié du mandat, c'est l'occasion de faire un bilan. Depuis 2 ans et demi, nous sommes interpellés par les citoyens, par nos militants, par nos sympathisants, qui, au regard de ce que nous caractérisons comme étant un échec du régime en place, trouvaient que nous étions quelque peu silencieux. Et nous avons mis tous les trésors de patience pour leur expliquer qu'il fallait donner le temps au temps à ce nouveau régime-là, enfin nouveau entre griffes, pour qu'il donne un peu l'entière mesure de ce qu'il sait faire et qu'il se mette au travail. Moitié du mandat, c'est l'instant où l'on peut faire un bilan, qui, de notre point de vue, n'est pas à la hauteur de nos attentes. Mais le plus grave, c'est qu'il y a des questions très pressantes qui nous obligent à sortir du bois et à sonner le tocsin pour que les Burkinabés, par-delà leurs opinions, et c'est pour ça que cette manifestation n'est pas celle de l'opposition, mais celle des forces vives de la nation, pour que nous sortons, nous marchons, nous exprimons démocratiquement notre colère afin de réveiller ce gouvernement. Et vous avez vu que depuis que... C'est depuis le 4 septembre, oui. C'est important de le préciser, les lignes ont commencé à bouger. Alors, est-ce que déjà cela ne vous satisfait pas? Non, non, justement. Ça peut peut-être vous pousser à annuler votre marche du 29? Au contraire, ça doit nous pousser à accélérer les choses et peut-être à faire d'autres marches. Ça veut dire que lorsque l'opposition donne de la voix, sort du bois, le régime se met au travail. Alors, si c'est de ça qu'ils ont besoin pour se mettre au travail et tenter de régler les problèmes des Burkinabés,
je peux vous assurer qu'ils vont nous entendre au-delà du 29. Alors, cette marche meeting donc, du 29, c'est pour interpeller le gouvernement actuel à changer donc, de fusil d'épaule. C'est ça. On a vu le Premier ministre qui a reçu une délégation de l'opposition politique, ce qui est inédit parce que depuis qu'il est là, à notre humble avis, c'est la première fois. Je suis très heureux que vous l'ayez noté. Il a été nommé au mois de janvier 2016. Cela fait maintenant 2 ans et demi. C'est la toute première fois qu'il prend l'initiative de demander à rencontrer l'opposition pour discuter d'un sujet portant sur la vie de la nation. Vous avez été surpris par sa démarche? Oui, tout à fait. Parce que lorsqu'il est arrivé au pouvoir, au mois de janvier 2016, je me souviens qu'il a fait des rencontres. Il a rencontré les syndicats pour leur exposer un peu sa vision et leur demander leur coopération et leur patience. Il a aussi rencontré les OSC pour les féliciter pour le rôle immense qu'elles ont joué dans l'insurrection, ce qui, du reste, a permis que ce régime-là arrive là et qu'il soit nommé. Mais il n'a jamais eu une seule pensée, la moindre, pour l'opposition. Il n'a jamais cherché à rencontrer le CEPOP. Pour vous, c'était peut-être un esprit de dédain de la part du gouvernement ou du Premier ministre? C'est peut-être un oubli. Mais c'est bien que ce soit réparé à la faveur, malheureusement, de la pression qu'il y a aujourd'hui sur les questions que nous vivons. C'est un bon début pour vous? Peut-être tardif cette rencontre? On verra bien. Mais nous, on n'a jamais été fermés à toute forme de concertation ou de discussion. Chaque fois que le président du FASO nous a invités au palais de Kossiam pour échanger sur les questions, nous sommes partis. Notre déception est que chaque fois que nous partons, nous passons à côté des vrais sujets. Vous voyez, la dernière fois que nous sommes partis, et là aussi, c'était la première fois qu'il nous invitait depuis 2 ans. Ce qui est curieux pour les Burkinabés, vous connaissez tous, vous avez lutté ensemble. Comment vous arrivez à ne plus vous comprendre finalement? Ça, c'est un peu qui vous posait la question. Il nous a invités pour nous parler de la question de la Constitution, nouvelle Constitution, et aussi donc de la question du vote des Burkinabés de l'étranger. Ce sont des sujets éminemment importants, M. Ouedraogo. Mais il y a d'autres sujets aussi qu'on aurait pu poser sur la table. C'est lui qui a l'initiative de la rencontre. Il ne l'a pas fait parce qu'il ne l'a pas voulu. Mais la loi vous permet, vous aussi, d'avoir l'initiative de la rencontre? Non, non, pas du tout. La loi dit... Par exemple, la loi du chef de file de l'opposition, vous pouvez chercher à rencontrer le président pour discuter de la situation nationale. La loi dit que c'est le chef d'État qui peut consulter. Oui. Donc c'est à lui de prendre l'initiative. Vous savez, un palais présidentiel n'est pas un marché comme Raroukou, on rentre comme on veut. C'est le président du FASO qui doit prendre l'initiative parce que c'est lui qui est, avec son gouvernement, en charge des affaires du pays. Il ne l'a pas fait. Mais pour revenir au Premier ministre, si c'est un début, nous le saluons. Il n'y a pas animosité ni guerre entre nous. Nous sommes les fils et les filles d'un même pays. Et lorsque, notamment dans des situations comme celle-là, la patrie est en danger, il est clair que nous restons soudés, comme nous l'avons toujours fait. Mais nous avons une différence de point de vue par rapport à ce qu'on entend par union sacrée. Parce que pour eux, quand on dit union sacrée, il ne faut pas les critiquer. Ça, c'est compliqué. L'union sacrée n'empêche pas qu'on dise les vérités et qu'on dise les défaillances du gouvernement. Et malheureusement, il y en a chaque jour que Dieu fait. On a l'impression qu'il y a un climat de méfiance entre vous et le gouvernement aujourd'hui, entre l'opposition et la majorité. Mais c'est à eux que vous posez la question. Nous sommes disponibles à toute rencontre qu'ils auraient organisée, nous ont appelés. Ils n'ont jamais demandé une proposition de notre part qu'on ne l'ait pas envoyée, même s'ils ne la prennent pas en considération. C'est eux qui gèrent le pays. C'est à eux de prendre l'initiative. Parlons de la marche du 29. Depuis que l'annonce a été faite, les positions se sont cristallisées sur le terrain. On a l'impression qu'il faut craindre peut-être le pire le 29. Alors, vous vous dites 2 choses. Vous me dites que les lignes ont bougé. Oui. Moi, je vois plutôt cet aspect-là. Ça veut dire quoi? Que depuis que nous avons annoncé... Ah, donc les autres bruits de sirènes, ça ne vous préoccupe pas du tout? Depuis que nous avons annoncé que cette marche arrivait, on a vu que le gouvernement s'est levé. Et même son parti s'est levé aussi. D'ailleurs, j'ai lu dans la presse qu'ils organisent même une rentrée politique. Ça me fait sourire pour des gens qui n'ont jamais été en vacances politiques. J'observe le calendrier des uns et des autres. Là, depuis 6 mois, ils n'ont jamais eu de vacances politiques. Donc pour vous, c'est de l'improvisation politique? Non, je dis simplement que les lignes sont en train de bouger. Mais surtout, on a vu que même au niveau du chef de l'État et du gouvernement, il y a un certain nombre d'initiatives, notamment par rapport à la question principale là, sur le tableau de la situation du pays, la question sécuritaire. On a vu qu'il y a des initiatives. Par exemple, la question de la convocation du Conseil supérieur de la défense. Moi, je croyais naïvement que cette instance-là se réunissait au moins, ne serait-ce qu'une fois par mois. C'est maintenant que je découvre que depuis 6 mois, elle ne s'était pas réunie. Et on nous annonce que maintenant, toutes les 2 semaines, on va le faire. Pour un pays qui est en guerre, c'est quand même surprenant, non, M. Ouedraogo? Ou bien? Pour vous, aujourd'hui, le capitaine n'est pas le bon capitaine? Non, je n'ai pas dit ça. Je dis simplement que j'observe que ce qui devait être fait n'est pas fait. Et c'est une chose dans une liste assez longue, qu'on peut avoir le temps ici, aujourd'hui ou demain ou une autre fois, de lister, qui pose quand même problème sur la manière de gérer les affaires du pays. Oui. Et quand j'ai parlé de positions qui se cristallisent sur le terrain, on voit la majorité qui donne de la voix, l'opposition aussi également qui donne de la voix. Il y a même, vous et Maître Sankara, le divorce qui semble définitivement consommé entre vous à travers, par médias interposés,
de ces propos déplacés qui se tiennent. Pour qu'il y ait divorce, il faut qu'il y ait eu un mariage. Mais vous avez eu à travailler ensemble. Oui, mais ce n'était pas un mariage, c'était un compagnonnage au Oui. sein donc de l'opposition. Oui. Il est dans un camp qui est le sien aujourd'hui. Il tient les propos qu'il tient. Mais je ne souhaite pas vraiment rentrer dans des polémiques de cette nature-là, y compris... Mais c'est toujours important quand il dit que vous voulez profiter de cette marche-là pour prendre le pouvoir et tout ça. Oui, mais vous savez, ne trouvez pas que c'est suffisamment grave? Bizarrement, c'est que lui dit ça, mais maintenant les gens du MPP disent le contraire quand ils rencontrent l'opposition. Il faut d'abord qu'ils accordent leur violon. Vous voyez, ça se donne une sorte d'espèce de cacophonie. Et quelqu'un qui est responsable à ce niveau-là ne tient pas ces propos-là. C'est pour ça que je ne vais pas répondre à ça. Et ça vous désole de l'entendre parler ainsi? C'est vraiment désolant. De la part d'un leader politique, voilà, qui était supposé aussi jouer un rôle dans l'histoire de ce pays-là au regard de la cause qu'il est supposé défendre. C'est un échec lamentable qui laisse pantois. Mais ça, c'est son affaire. Vous avez utilisé un mot un peu dur, oui, politicard, vous l'avez dit. Oui, tout à fait. Il n'y a que les politicards qui se comportent de cette manière-là. Et je n'ai pas envie de rentrer dans des polémiques avec ce genre de personnages. Autre polémique, hein, peut-être toujours liée à la marche, oui. Vous avez déclaré que s'il y a aujourd'hui donc des problèmes, c'est Simon Compaoré qui aura mobilisé donc des voyous. C'est une boutade là pour répondre un peu à certaines inquiétudes, vraies ou fondées ou infondées, oui. qui disent qu'il y a des gens qui se préparent pour venir perturber la marche. D'abord, que ceux qui viennent à la marche soient rassurés. Le dispositif de sécurité que nous avons mis en place est tellement efficace de notre point de vue qu'il est prêt à faire face à toutes les éventualités. Et deuxièmement, je ne vois pas d'où peut venir une éventualité de quelqu'un qui viendrait pour perturber la marche. Les seules personnes qui, dans ce pays, sont coutumiers de ce fait, ont l'habitude de ce fait. Je les connais parce que j'étais dans le même parti qu'eux, au DPMT-CDP. C'est M. Simon Compaoré, sa bande. C'est eux qui ont l'habitude, dans son temps en tout cas. Donc, est-ce une manière de les mettre en garde? Mais bien entendu, c'est pour ça que je dis que si, par malheur, il se trouvait que ce genre de choses-là se passait, c'est le MPP qui serait responsable. Parce que c'est eux qui savent faire ça. Du temps où ils étaient au CDP et où ils en étaient responsables. D'accord. Alors, Zéphirin Diabré, on parle toujours de cette manifestation qui est prévue. Vous avez déclaré lors de la rencontre de votre parti, l'UPC, oui. Vous avez déclaré que s'ils ne peuvent pas gérer le pays, mais qu'ils rendent le tablier et qu'on parte à de nouvelles élections. Est-ce que vous êtes favorable aujourd'hui à ce qu'on ait des élections anticipées? Attendez, chaque phrase doit être mise dans son contexte. On est dans un débat. Et donc, vous posez des questions. Et donc, vos confrères, à ce jour-là, posaient des questions. Bien sûr. Bon, et les questions étaient de savoir si nous sommes là pour faire des propositions pour aider le MPP en place. Et je leur dis, nous ne sommes pas la boîte à idées du MPP. L'opposition n'est pas la boîte à idées du pouvoir. Mais c'est un tout aujourd'hui que vous n'avez pas souvent des attitudes très constructives. Non, mais ça, attendez. Ce n'est pas le rôle de l'opposition. Quand vous parlez de moi, vous dites, je suis un quoi? Quand vous parlez des effets de la c'est un quoi? Je ne suis pas ministre, je suis quoi aujourd'hui? Je suis quoi aujourd'hui? Vous êtes le président de l'UPC, vous êtes le chef de l'opposition. Je suis un opposant. Vous n'avez pas dit que je suis un proposant. Il n'y a pas un seul ouvrage de sciences politiques où il est écrit que le rôle de l'opposition, c'est de faire des propositions pour le gouvernement en place. Si quelqu'un là, qu'il me donne non, l'auteur, le titre, la collection et puis l'année. Le rôle de l'opposition, c'est de s'opposer. Maintenant, dans le cadre d'une construction de la démocratie, en fonction du comportement du pouvoir en place, s'il y a des occasions de se rencontrer et d'échanger, l'opposition peut mettre sur la place et sur la table un certain nombre de propositions. Mais ça dépend du comportement de ceux qui vous gouvernent. Et moi, je vous dis que le MPP ne cherche pas nos propositions. Le MPP cherche d'abord, lui et ses alliés. Ce qui les intéresse, c'est de savoir comment torpiller l'opposition, diminuer son influence pour la rendre faible lorsque surviendront les élections. C'est ça la réalité. Ils ont été élus sur la base d'un programme et ils ont dit en son temps qu'ils étaient la solution, non? Ils l'ont chanté sur tous les toits, qu'ils avaient l'expérience. Et c'est vrai qu'ils ont eu l'expérience parce que la plupart, en tout cas les principaux leaders du MPP, ont travaillé aux côtés de Blaise Compaoré pendant des décennies, qu'ils savaient tout, qu'ils avaient solution. Donc ne venez pas nous dire aujourd'hui que c'est une obligation pour l'opposition de venir vous aider. Donc, si vous ne savez pas faire, vous partez. Et on va à de nouvelles élections. Mais s'ils s'en vont, bien sûr, à l'élection. Est-ce que vous êtes favorable à des élections anticipées telles que le pays est dirigé aujourd'hui? Non, si vous dites ça, vous êtes un débat. Je dis que si un régime qui est en place, à qui on a confié une mission, ne peut pas, qu'est-ce qu'on fait? Il démissionne. Si vous qui êtes aujourd'hui à ce poste-là, vous dites à votre patron, vraiment, je ne peux pas, qu'est-ce qu'on fait? Vous démissionnez, non? Et il embauche quelqu'un d'autre. Quand vous démissionnez, le reste là, ça c'est pas moi qui décide. Mais je dis quand on ne peut pas, si on dit qu'on ne peut pas, on s'en va. Donc vous n'êtes pas favorable à ce qu'il y ait des élections anticipées? Non, si vous dites ça, c'est comme si je veux qu'il y ait un événement qui amène ça. Je ne tombe pas dans ce piège-là. Ne le faites pas. Je dis que si vous êtes au pouvoir et les Burkinabés leur ont donné le pouvoir, ils leur ont donné une majorité conséquente avec laquelle ils doivent pouvoir gouverner, nous on veut les voir à l'œuvre. À la limite même, ils n'ont qu'à nous oublier, ils n'ont qu'à travailler. Maintenant, s'ils ont besoin de nous de temps en temps, qu'ils viennent nous voir. Vous savez, nous habitons où ça? On habite la zone du bois et la maison s'appelle CEFOP.
Depuis que vous êtes dans vos fonctions ici, depuis qu'ils sont arrivés au pouvoir, vous avez déjà entendu une seule journée ou une seule fois que le gouvernement a envoyé une délégation pour rencontrer l'opposition au CEFOP pour demander son point de vue sur une question? Vous avez déjà vu ça? Vous avez déjà couvert une activité du gouvernement a envoyé une délégation pour l'opposition pour dire nous sommes venus les voir parce que sur telle question on a besoin de leurs opinions? Donc vous pensez que le gouvernement aujourd'hui ne fait pas assez en termes même de dialogue? Si celui qui est au pouvoir n'a jamais dit qu'il a envie de proposition, pourquoi voulez-vous que nous on aille sur le marché, la place publique pour dire voici nos propositions? Vous êtes des citoyens, vous voulez l'avenir de votre pays. Mais on les donne à qui ces propositions? Vous êtes soucieux de savoir que le Burkina marche bien. Oui, mais on les donne à qui? C'est justement parce que nous sommes soucieux que nous faisons les critiques que nous faisons et que nous sortons le 29. Parce que nous n'approuvons pas la manière dont le pays est géré. Et qu'en faisant ce rassemblement-là, en se mettant ensemble, Burkinabés de tous horizons. C'est pour ça que c'est une manifestation des forces vives. Et tout le monde est invité à venir. Pour qu'ensemble nous sortons sur un certain nombre de choses que nous avons à dire, afin qu'ils nous entendent et se mettent au travail, comme ils ont commencé à le faire depuis que nous avons annoncé la marche. Pas de message belliqueux ce jour-là? Non, pas du tout. Pas d'appel à une éventuelle insurrection? On n'a jamais fait un appel à une insurrection. Est-ce que dans ce pays, vous avez entendu l'opposition faire appel à une insurrection une seule fois, même sous l'ancien régime? Dès que vous avez annoncé la manifestation du 29, le mot est ressorti dans les tiroirs. Ça, c'est une autre affaire. Ce n'est pas nous qui appelons. L'insurrection des 30 et 31, là, qui a appelé à faire une insurrection? J'ai cru comprendre que le MPP a dit que ceux qui ont préparé ça, non, dans une salle de conférence au centre-ville. Donc, demandez à des qui sont un peu spécialistes, donc c'est ça? C'est comme ça on dit de la chose. C'est vous qui étiez chef de file de l'opposition. Oui, mais ce n'est pas des spécialistes. Être chef de file de l'opposition n'est pas des chefs de file d'une insurrection. Et ils ont dit que c'est eux qui ont préparé l'insurrection. Donc, si le mot revient et que vous avez peur que ça n'ait lieu, peut-être qu'il faut aller les voir pour leur demander s'ils sont en train encore d'en préparer une deuxième. La peur n'est pas à notre niveau, rassurez-vous. En tout cas, pas dans mon cas non plus. Voilà. Alors, on continue l'émission avec notamment la marche meeting de l'opposition. Vous avez 14 points au total qui ont été donc lancés ce jour-là. Parmi beaucoup d'autres, oui. Enfin, le 4 septembre, puisque c'est ce jour-là que le message solennel a été rendu public. Mais ce qui ne figurait pas dans votre document, c'est l'appel à contribution des populations. Comment se fait-il que ce point ait été accroché plus tard? Comment se fait-il? Est-ce que c'était le déclic nécessaire pour mobiliser davantage? Non, ça ne s'articule pas avec la même chose que ce qui est marqué ici. Parce qu'on a le document, oui, on a tous les points dessus, mais à aucun moment on ne voit un appel à contribution des populations. C'est un peu plus tard que c'était. Non, monsieur Odrao. Allez-y, ce qui est écrit là, c'est la liste des domaines où nous pensons que le gouvernement a failli. C'est une liste. En commençant par la sécurité. Oui, par la sécurité. Le point 1. Le point 1, où nous disons que nous pensons qu'il y a une défaillance et nous citons in fine, en tout cas en filigrane, des points de défaillance. Ce que vous dites là, ce n'est pas un point de défaillance du gouvernement. Ah, ce n'est pas un point de défaillance du gouvernement? Est-ce que si le gouvernement donnait les moyens nécessaires aux forces armées nationales? C'est autre chose. Non. Ce que vous dites comme initiative là, on n'a pas dit que dans les points de défaillance du gouvernement là, il y a un manque d'initiative à ce niveau. On a dit simplement que le gouvernement ne donne pas les moyens. Mais ça, on n'a pas mis dans le document. Mais ça n'empêche que c'est une initiative qui relève de nous. Là où nous listons la défense du gouvernement, c'est une chose. Nos propositions, c'est une autre. Pourquoi voulez-vous qu'elles soient forcément dans le même document? Qu'elles viennent un jour, 2 jours, une semaine après, où est le problème? L'essentiel est qu'elles viennent sur la table, qui est une idée développée au sein de l'opposition, de dire que pendant que nous menons ce combat-là, il y a peut-être un geste à faire. Nous savons très bien que ce n'est pas ça qui va régler la question, mais il y a toujours des aspects de la question que ça peut soulager. Et c'est toujours bon à prendre. Vous escomptez environ combien en termes de mobilisation des ressources? Je ne sais pas. Parce qu'on a l'impression finalement que c'est improvisé cet appel à contribution. Non, ce n'est pas improvisé. Nous sommes à combien de jours de la marche? À moins d'une dizaine de jours de la manifestation. Oui, mais c'est déjà beaucoup. En général, Parce que vous n'avez donné aucune modalité, personne ne sait comment l'appel à contribution va se faire concrètement. Il y a un comité d'organisation qui s'occupe de ça et qui a déjà dit comment ça se passait. C'est sur place. On a dit aux gens, mais vous ne lisez pas nos documents. Vous voyez ça aussi, M. Odrao? Non, on lit vos documents. Voici le document. Non. Voilà pourquoi j'ai dit que c'est un référent. Mais ce n'est pas le seul. Non, ça, c'est le document du... Non, ça a évolué. Ça a évolué. Ça a évolué. Ça a évolué, les choses. Ça a évolué. Oui. Ce document... Non, ce document, tout comme... on se rappelle, on a couvert Burkina Info, y était. Tout à fait. Votre rencontre politique. C'est à partir de cette rencontre qu'on a pris. Voilà, ça c'est la déclaration. Non, ça c'est la déclaration solennelle. Mais depuis lors, est-ce que le CFOP a disponibilisé des documents concrets auprès des médias? Il y a eu des interventions, y compris. Il y a eu des interventions de la part de nos responsables. Ce n'est pas forcément écrit sur un document. Il y a des interventions. Vous me parlez des documents. Oui, il y a des interventions où ceux qui sont de la presse viennent et écoutent. Il y a toute une série d'interventions, y compris du comité d'organisation. Il y aura bientôt d'ailleurs une autre conférence de presse de la part de ce même comité. Ils vont vous détailler toutes les modalités parce que chacun a son travail. Mon rôle à moi, en tant que chef de file d'opposition avec mes camarades, c'était de camper le décor par la déclaration politique. Il y a d'autres aspects sur lesquels vous ne posez pas des questions, sur lesquels on pourra revenir.
Bien sûr, on n'a pas Par encore exemple, fini. ou Oui, pas moi, oui. ou par exemple le comité d'organisation pourra revenir. Sur le trajet, par exemple, c'est des questions que le comité d'organisation va expliciter. Sur la manière dont ça va être agencé, ils vont vous dire tout ça, là, y compris sur ça. Voilà, donc ne vous en faites pas, ça va aller. Alors, vous avez commencé à expliquer comment ça allait se dérouler, donc on vous écoute. Quoi ça, par Pour ce exemple? qui est de l'appel à contribution, vous avez demandé aux populations de venir. Tout à fait. Ce jour-là, comment concrètement Nous ça va se avons dérouler? dit, chacun n'a qu'à déjà avoir quelque chose dans sa poche. On dira après, vous en faites pas, on dira après comment ça va se collecter sur place et on verra par la suite là quel usage on va en faire. Alors, on se rappelle que pendant le coup d'État de septembre 2015, des populations avaient voulu faire le même geste que l'armée avait refusé. Est-ce que vous ne craignez pas que l'armée refuse justement les Je ne suis pas au contributions courant qui de seront ça. récoltées? Je ne suis pas au courant de ça. Nous, l'essentiel pour nous est que d'abord nous ayons foi en une initiative qui est la nôtre. Une fois que l'argent sera collecté, vous n'en faites pas, il aura un usage. Et comme on a dit, vous avez dit, on est c'est pour soulager. On n'a pas dit c'est pour équiper les FDS, mais c'est pour soulager. Le soulagement d'une population donnée ou d'un groupe donné peut prendre mille et une formes, qu'on trouvera bien le mois venu. Vous en faites pas. Alors, la lutte contre le terrorisme, 188 morts en pratiquement 2 ans et demi, des chiffres effroyables pour un pays comme le Burkina. Tout à fait. Qui sont, de notre point de vue, le signe que le gouvernement du MPP et de ses alliés n'a pas pris la pleine mesure de la menace. Et il y a quelques indices qui, malheureusement, nous amènent à cette conclusion. Quand ils ont formé le premier gouvernement, au mois de janvier 2016, moi j'ai été surpris qu'on n'ait pas créé un ministère de la Sécurité à part. Alors qu'ils étaient au courant de l'environnement dans lequel ils arrivaient. Alors que bien avant eux, plusieurs années avant eux, alors qu'on n'avait pas le même environnement, ce ministère avait été créé. On l'a fusionné avec le ministère chargé de la gestion des territoires. Et vous vous souvenez que j'ai été un de ceux qui ont estimé que c'était une erreur. À force de paroles, on arrive à une situation où on a séparé les deux ministères. Vous vous souvenez? Donc on avait eu raison. On a séparé les deux ministères et le ministère de la Sécurité a été donné à qui vous savez. Oui. Et nous avons continué à poser un certain nombre de questions sur la capacité des uns et des autres à gérer ces ministères-là. Et je le repose aujourd'hui. On a deux ministères clés dans cette affaire-là. Défense d'un côté, sécurité de l'autre. Je n'ai rien contre les individus. Vraiment, je n'ai rien contre les individus. Beaucoup qui sont aujourd'hui dans les fonctions imminentes sont des gens que je connais sur le plan humain. Mais là, nous gérons un État. Moi, je me pose une question, très simple et très emballante. Est-ce que dans un contexte comme celui-là, de guerre, c'est ça le mot, et avec les proportions que ça prend là, est-ce que ces deux ministères-là peuvent être efficacement gérés par des civils qui n'ont aucune notion, aucune connaissance de ces questions dans leur passé professionnel? Là, vous soulevez un débat important. Oui. Est-ce que vous pensez aujourd'hui qu'il faut que les militaires reviennent au gouvernement? Je n'ai pas dit ça, je pose simplement la question. Mais votre question a quand même une réponse. C'est une réponse Quand on lit entre les lignes de vos propos, clairement, vous souhaitez avoir des spécialistes en la matière. Mais pas forcément des militaires, juste des spécialistes. Oui. Il y a des pays où les spécialistes ne sont pas forcément des militaires. Mais on a besoin de spécialistes en la matière. Parce que vous voyez, un ministre, quel qu'il soit, quand vous le mettez à la tête d'un département, il y a un temps d'adaptation et d'apprentissage qui varie en fonction de sa connaissance plus ou moins du domaine. Vous-même, si on vous nomme aujourd'hui ministre en charge de la communication, bien que vous soyez journaliste, vous avez besoin d'un temps d'adaptation et de connaissance. Au minimum 1 an. Au minimum 1 an. Pendant lequel, en fait, vous ne faites que observer et regarder. Et si vous n'êtes pas du domaine, c'est plus que ça. La défense et la sécurité sont quand même des domaines spécialisés. Pourquoi est-ce qu'on ne met pas à la tête de ces départements-là quand même des gens qui sont du métier? C'est une question à laquelle je n'arrive pas à répondre. Des gens qui sont du métier. Oui, le profil idéal, en fait, selon vous, c'est pas un militaire, c'est pas un gendarme, non, c'est pas un policier. du métier pour ne pas dire quelqu'un qui connaît les questions. Oui. Mais c'est quand même des questions spéciales. On retombe dans le choix des hommes en tenue. Ah, mais, ou des hommes compétents. Maintenant, que ce soit des civils ou des gens en tenue, mais je vous dis, l'essentiel est qu'ils soient compétents. Je ne veux pas faire ni d'exclusive, ni d'apartheid. Je dis simplement, mettons des gens, nous sommes en période de guerre. Quand je prends l'exemple des autres pays, moi j'ai un souvenir, par exemple, ce qui s'est passé en Israël, lorsque, en 1967, ils sont entrés en guerre. Avant qu'ils n'entrent en guerre, c'était le Premier ministre qui était ministre de la Défense. Dès qu'on s'est dit qu'on entrait en guerre contre les Alliés, il y a toute une clameur qui a dit il faut un chef. Et les gens ont dit il n'y a que Moshe Dayan, le général Moshe Dayan. Il y a de cela quelques années, j'étais à Hanoï, quand j'étais encore aux Nations Unies, et j'ai eu le privilège d'être reçu par le général Van Jap, celui qui a battu les Américains là, au Vietnam. Oui. Il m'a reçu à son domicile, 2 heures de temps. Et forcément, il y a une question bête et simple que je lui ai posée, mais mon général, dites-moi un peu, d'abord, vous êtes militaire? Il a dit non, je ne suis pas militaire,
je suis professeur d'école. Mais quand on crée l'armée populaire, bon, comme il n'y a pas de militaires, on m'envoie en formation. Je dis, mais je ne comprends pas. Comment est-ce que vous avez pu, vous, un pays comme ça, battre une puissance comme les États-Unis? Il m'a dit, monsieur Diabré, dans la guerre, ne regardez pas le fusil, regardez le soldat. Si les soldats ont un chef et des chefs qui les motivent, le combat est gagné. Alors, vous êtes là. Oui, attendez, oui. Or, ces deux départements-là, Oui. si vous avez des responsables qui sont, en tout cas, au courant du point de vue technique de ce que c'est, ils savent comment parler aux gens. Ils savent comment les motiver. Et ceux qui sont en dessous se disent, ah, si c'est un tel, lui, il connaît, on fonce. C'est très important. Ça, c'est par exemple une proposition qu'on peut faire au gouvernement, au chef de l'État de regarder ces deux domaines-là. Non pas qu'on est contre ceux qui sont là, et je répète, hein, vraiment, je n'ai rien contre les individus. Mais je dis que je n'ai pas compris que dans ce contexte-là de guerre, on n'ait pas mis des spécialistes de la question. Parce que ceux qu'on a mis là vont mettre 1 an ou 2 ans pour apprendre. Mais alors que nous sommes sur le combat. Il y a urgence. Il y a urgence. Alors, à vous écouter attentivement, vous avez parlé de 2 mots. Oui. Motivation. Un chef devant. Est-ce que vous voulez dire aujourd'hui que les soldats burkinabés, indépendamment des questions de moyens, ne sont pas suffisamment motivés, ils n'ont pas véritablement des chefs qu'il faut devant eux? Ma notion de chef, c'est le chef politique. Je ne parle pas du chef opérationnel militaire. C'est pour ça que je parle des ministères. Oui. Je parle du chef politique. C'est le ministre. Je parle des ministres. Ça pose problème. Donc les 2 ministres qui sont là, ce n'est pas leur domaine. Ce n'est pas leur domaine, ce ne sont pas les hommes qu'il faut. Le temps même qu'ils connaissent les problèmes. Mais on a perdu du temps. Oui. Alors qu'ils ont des compétences sans doute qui sont immenses, puisqu'ils sont ministres, qu'on aurait pu utiliser ailleurs. Et je sais que dans notre pays, y compris dans le camp au pouvoir, il y a quand même des gens qui sont compétents dans ces domaines-là. Pourquoi on ne met pas ceux-là? Pour qu'ils soient opérationnels dès le premier jour. Ils savent comment on se parle. C'est comme le métier que vous faites. Moi, je ne peux pas le faire, ce métier-là. Si vous me mettez là, c'est compliqué. Vous avez été formé pour. Je ne peux pas m'improviser ici. Moi, je sais faire autre chose. Si vous dites que c'est un peu des questions économiques, là, je connais un peu. Mais quand ça sort de là, moi, j'avoue que je ne connais pas. Or, si je pars, oui, mais si je pars, je suis obligé d'apprendre. Et ça pose un problème. C'est une perte de temps. Oui. Vous voulez dire aujourd'hui que le président n'a pas pris la mesure de la gravité de la situation? C'est un indice parmi d'autres. Oui. Autre indice, oui, qui là ne vient pas de nous, mais regardez un peu ce qui ressort du courrier qui a été envoyé par le directeur régional. La police nationale de l'Est. Ça pose un problème. Que ce monsieur nous dise qu'il n'a même pas un véhicule, lui. Vous avez lu la lettre, non? Bien entendu. Pour remplir sa mission. Il y a de cela quelque temps, lorsque le gouvernement a décidé de consacrer, je ne sais pas combien de milliards là, pour acheter des talismans pour ses ministres, l'opposition est montée au créneau en disant, est-ce que c'est une priorité? Certes, je comprends bien que les ministres peuvent penser que leur véhicule ne marche pas bien, etc. Mais est-ce que c'était une priorité? Est-ce qu'il est bon et normal que dans un pays qui est en guerre comme ça, un gouvernement consacre de l'argent pour payer des véhicules pour ses ministres et qu'un directeur régional de la police soit obligé d'alerter sa hiérarchie sur le fait que son propre véhicule de service, de commandement et de mission ne marche pas? Ça pose un problème. La priorité, elle est où maintenant? On se pose parfois des questions. Elle est où la priorité? On aimerait bien avoir des responsables quand même qui nous montrent par leurs faits et gestes-là qu'ils prennent la chose très au sérieux. Or, malheureusement, ces indices-là nous amènent à nous poser des questions. Alors, parlons toujours donc, cette lettre a fuité dans l'opinion. Hein. Vous trouvez que c'était salutaire de votre part? Moi, je ne sais pas pourquoi il s'est retrouvé là. Parce que votre parti a fait une conférence de presse pour s'opposer à ce qu'il y ait éventuellement des sanctions dans ce domaine-là. Non, mais c'est vrai que, ce n'est pas nous seuls. Tout le monde d'ailleurs a dit ça éventuellement. Va sanctionner. Je ne sais pas qui a fait ça, qui a fait fuiter le courrier, mais au moins, il nous a alertés. Ça pose problème. Et j'ajoute, je continue, la litanie vraiment des points qui me posent problème et qui sont pénibles pour moi et pour l'opposition. Comme vous, j'ai écouté le Premier ministre là, lors de son intervention à l'Assemblée nationale, égrener la liste des insuffisances. D'abord, j'ai trouvé que ce n'était peut-être pas le lieu de faire ça. Puisque nous, on parle dans une situation de guerre. Nos ennemis nous écoutent. Est-ce qu'il est normal que nous, on aille à l'Assemblée pour dire qu'on n'a pas assez d'argent pour les renseignements? Ça m'a paru bizarre quand même. Donc, du coup, la lettre n'aurait pas dû fuiter aussi non plus? Non. Puisque les ennemis aussi savent qu'on n'a pas de véhicule, par exemple, d'intervention au niveau de la police. Mais je ne sais pas qui l'a fuité. Je vous dis simplement que si les gens l'ont fuité... Mais cette lettre vous satisfait? Parce qu'à vous entendre... Elle nous donne des informations qui nous alertent.
vous et moi. Et je pense que peut-être ceux qui l'ont fuité là, qui l'ont fait fuiter, c'est fait à dessein, c'est fait à dessein pour dire, si on ne fait pas ça, les gens ne savent pas les conditions que nous vivons. Peut-être que les rendus qui sont faits à la hiérarchie voilà, ne sont pas voilà, tout à fait. Si c'était l'objectif, c'est salutaire. Ça nous permet quand même, nous aussi, de mettre l'accent. Mais quand vous regardez un peu la liste des choses qui sont listées là dans la déclaration du Premier ministre, je tombe des nues. On a voté une loi de programmation militaire qui se chiffre à des milliards et des milliards. Comment on peut dire qu'il n'y a pas de l'argent pour affecter à ces opérations? C'est écrit noir sur blanc. Je ne comprends plus rien. Qu'est-ce qui se passe? Qu'il n'y a pas d'argent pour le renseignement? Ça, c'est quelle affaire, ça? Laissons de côté le fait que ça a été dit publiquement. Mais ça révèle un certain malaise. Où sont les priorités? Si nous sommes en guerre, et c'est une guerre qui n'est pas une petite guerre, si nous sommes en guerre, il faut faire en sorte que l'ensemble des leviers là soient actionnés pour que la victoire soit totale. Alors, à vous écouter attentivement, il a manqué à plusieurs reprises donc des possibilités pour le gouvernement d'agir. Le gouvernement n'a pas saisi la balle au bon. Quand ils sont arrivés au pouvoir, nos ennemis n'étaient pas au niveau où ils sont aujourd'hui. Il y a eu les attentats de Capuchino. Attendez, vous vous souvenez que il y a eu, c'est vrai, mais ça venait d'où? Ça venait de l'autre côté de la frontière, au début. Ensuite, on a vu que dans la partie du Sahel, des choses ont commencé à s'installer. Et puis maintenant, on est à l'est et même au sud-ouest. Ça pose un problème. On peut penser et admettre qu'un gouvernement qui vient d'arriver ait besoin de s'installer pour prendre ses marques. Mais au bout d'un certain temps, vous aussi, déroulez votre stratégie. Quand je dis ça, il faut bien me comprendre, hein, et ceux qui nous écoutent doivent me comprendre. C'est parce que nous sommes peinés. C'est notre pays à tous. Vous n'avez aucune satisfaction de savoir que le Burkina est touché à l'Est, parce que certains se disent aussi que ça peut être une opportunité politique. Non. Ça, c'est... Attendez. Ce qui se prépare là, en fait, de mon point de vue, parce que pour moi, c'est un mouvement mondial qui instrumentalise la religion, parce qu'ils n'ont rien à voir avec l'islam, mais qui instrumentalise la religion pour des desseins sombres. En tant qu'opposant... Je n'ai pas envie que mon pays tombe sous la main de ces gens-là. Vous avez vu qu'il y a quoi? Il y a 48 heures, nous avons publié un communiqué. Un de nos camarades, conseiller municipal, à Oursi, a été froidement assassiné. Froidement assassiné. Dans les gens qui tombent là, vous ne le savez peut-être pas, mais il y a des parents des gens de l'UPC, y compris dans les forces de défense et de sécurité. Nous, on les résume, ce sont des Burkinabés. C'est très important, oui. On va au-delà de la politique voilà, pour mettre en avant l'intérêt supérieur de la nation. Je dis ça pour vraiment montrer que c'est une cause nationale. Mais pour qu'on se mobilise vraiment pour une cause nationale, il faut que ceux qui ont la charge là aussi écoutent ce que nous disons, nous demandent ce que nous pensons et montrent un minimum de choses. On ne peut pas aider quelqu'un qui ne s'aide pas lui-même. Vous avez dit phénomène mondial et tout ça. On a l'impression que même si vous arrivez au pouvoir, rien ne garantit que vous allez mettre fin à cette barbarie. Les phénomènes sont mondiaux aujourd'hui. À cette barbarie contre le Burkina. Tous les phénomènes sont mondiaux. Ce qui différencie un pays de l'autre, c'est la manière dont les choses sont prises en main. Sinon, tous les phénomènes sont mondiaux. Et on aimerait bien que ceux qui ont la charge montrent en tout cas par leurs actes là, qu'ils ont aussi pris la pleine et entière mesure de la chose au même niveau. Alors, parlant toujours de la lutte contre le terrorisme au Burkina Faso, est-ce qu'aujourd'hui le Sahel n'a pas commencé à être sécurisé par l'armée burkinabé par rapport à l'Est? Parce que les attaques ne sont plus très régulières comme de par le passé et tout ça. Mais le problème, c'est que donc, ça s'est déplacé le phénomène. Donc, on n'a pas résolu la question. Y compris dans le sud-ouest. Parce qu'eux aussi, ils sont pas, malheureusement, ils sont machiavéliques. Si, dans une zone donnée, ils sont actifs et que vous y allez, et ils trouvent un moyen pour aller ailleurs. C'est ça aussi la difficulté. Mais c'est ça aussi qui montre que le challenge est important. D'où l'idée que, même si à un moment donné au Sahel, ça s'était calmé, il ne faut pas s'endormir sur ses lauriers. C'est peut-être, hélas, je ne sais pas, ce qui nous a amené là où nous sommes aujourd'hui. Beaucoup ont soulevé le fait qu'il y a des volontés de déstabiliser le Burkina de l'intérieur. Est-ce que vous croyez en cette thèse-là? Je n'ai pas d'éléments d'information pour être objectif. Mais ce que je ne comprends pas, je pense que le gouvernement devrait faire beaucoup attention. Vous ne pouvez pas demander l'union sacrée des fils et filles du pays et en même temps rentrer dans ces stigmatisations. Ou alors, si vous avez des éléments précis, sortez-les et indiquez-les. Et s'il y a des gens qui sont concernés, faites ce que la loi vous autorise de faire. Le 22 mai, on a vu Rayongo qu'on est parvenu à étouffer dans l'œuf, mais c'était des Burkinabés, par exemple. Oui, mais
Vous savez, quand on dit burkinabé, là, en fait, on est passé à une phase donnée. Ce n'est plus les étrangers. Non, ce que je voulais dire, c'est que dans le discours des responsables de l'État, ils tendent à vouloir indexer des politiques. Voilà. Et là, vous ne l'acceptez pas. Non, ça c'est dangereux. Ça c'est dangereux. Ça c'est extrêmement dangereux. Parce que d'abord, ce sont des phrases qui sont dites sans preuve. Voilà. Et on ne peut pas demander l'union sacrée, le rassemblement de toutes les filles et toutes les filles du pays, et en même temps on indexe. Et surtout quand on indexe, on regarde du côté de l'opposition. Bon, là, ça pose problème. Si on veut rassembler, il faut rassembler. S'il y a des preuves contre des individus, il faut les sortir. Alors, la présidentielle de 2020, nous y sommes déjà. Est-ce que cette marche du 29 vous permettra aussi de jauger un peu votre capacité de mobilisation des citoyens? Ça, c'est vous qui interprétez. Non, on ne fait pas les choses. Je vous pose la question. Non, mais justement, je vous réponds. Parce que vous êtes un politicien. Les politiciens ont profit de tout ce qui peut être utile. Hein. Bon, je vous dis que nous sommes sortis, nous avons décidé de sortir le 29 là, pour protester contre la gouvernance du MPP et de ses alliés. Bon, les questions de présidentielle se règlent sur notre schéma. À ce que je sache, mon parti, l'UPC, ne vous a pas dit qu'il y a un candidat pour la présidentielle. Alors, je vous parle. On n'a pas annoncé quoi que ce soit. Donc ça veut dire que vraiment... Vous êtes potentiellement candidat, non, sauf cataclysme en tout cas. Non, non, qu'est-ce que vous en savez? Ça, c'est vous qui le dites. C'est pas parce qu'on est président d'un parti... Vous voulez qu'on aille au défi? Non, c'est pas parce qu'on est président d'un parti. parti. Est-ce que vous voulez qu'on aille au défi pour 2020? Mais quel défi? Vous serez candidat. Moi, j'ai dit vous serez candidat. Moi, je vous dis, je ne sais pas encore. Vous vous dites, vous savez, moi, je ne sais pas. Maintenant, si vous savez, tant mieux. Parce que vous menez tout ce combat, c'est pour pouvoir diriger ce pays. Quand vous sortez cet état des lieux catastrophique du pays, la gouvernance, c'est parce que vous êtes aujourd'hui, vous dites, je suis l'homme qu'il faut, n'est-ce pas? Je suis à la tête d'un parti qui, le moment venu, va décider quelle est la personne qui est la plus indiquée pour mener un combat donné. Moi, je suis au service de mon parti. Je suis un ouvrier de mon parti. Voilà. Chez nous, ça ne se passe pas comme ailleurs, où on s'autoproclame. Moi, c'est le parti qui décide. Qui pense qu'il est capable de conduire un combat le mois donné. Et le mois venu, vous serez informé comme tous les Burkinabés. Mais ne mettez pas un lien entre ce qui va se passer le 29 et ce qui va se passer en 2020. Nous sommes sortis de notre torpeur. Et j'utilise le mot à dessein parce que vous-même, dans la presse, les citoyens ordinaires là, défilent matin, midi, soir au CEFOP. Pour me dire, mais le CEFOP là, vous dormez, on ne vous entend pas. Si vous ne vous levez pas vraiment, pendant qu'il y a ces erreurs-là, nous on compte sur vous pour réveiller ceux-là qui dorment. Nos dirigeants la dorment. Et nous, on comptait sur vous pour et vous-même, vous dormez aussi. Donc, pendant le meeting du 29, il n'y aura pas de discours tendant vers 2020. Mais comme vous serez là de toute façon, même si vous n'êtes pas en personne, l'organe que vous représentez sera là. Vous me direz après s'il y a un discours tendant vers 2020. Vous me direz par exemple s'il y a une annonce de candidature qui sera faite là-bas, ou s'il y a la déclinaison d'un programme de 2020 qui sera fait là-bas. Je vous assure que non. Nous avons des questions qui touchent les Burkinabés aujourd'hui. Et c'est le plus important. Nos avenirs personnels et politiques là ne sont rien face à ce qu'on a comme problème. Et je pense que 2020 est encore loin, cher ami. Et tout ce qu'un homme politique raisonnable doit demander d'abord, c'est s'il a des ambitions pour 2020, ou s'il même pense à 2020, c'est d'y arriver en bonne santé physique et politique. C'est ce qu'il faut demander à la Providence. Revenons donc sur les 3 baobabs. Hein. Vous en avez parlé un de ces jours. Est-ce que vous avez aujourd'hui un pacte avec le CDP? Non, pas de manière formelle, en ce sens qu'on ne s'est pas assis pour conclure un accord, ni avec aucun parti de l'opposition. Mais mon souhait, bien entendu, est que quand on est dans l'opposition ensemble et qu'on mène un combat, quand il y a des échéances qui se profilent, à un moment donné, il faut l'affronter ensemble, puisqu'on appartient à la même famille. Et à ce moment-là, il faut s'asseoir pour discuter, pour voir un peu selon quelle modalité on doit le faire. Est-ce que vous n'êtes pas un peu mal à l'aise avec le CDP avec Pourquoi? Votre discours, par exemple, lors du congrès du CDP, vous avez valorisé encore Blaise Compaoré, ce qui a surpris plus d'une personne dans l'opinion. Non, mais vous savez, vous me faites sourire quand vous dites ça. Moi, j'ai été militant de l'ODPMT. Personne ne m'a obligé à aller à l'ODPMT. J'y suis allé de moi-même. Ensuite du CDP. Oui. Personne ne m'a obligé à y aller. J'ai été élu comme député de la province de Zunouéro, au titre du même parti. J'ai été ministre, commerce, industrie et mines, économie et finances. J'ai présidé le Conseil économique et social. Vous pensez que je peux venir m'asseoir ici ou ailleurs et cracher sur tout ça là? Même si à un moment donné j'ai eu une divergence, ça fait là sérieux. Est-ce que vous me prenez au sérieux? Est-ce que vous allez me prendre au sérieux? Si je viens vous dire que je crache sur tout ça là? Non. On ne m'a pas enchaîné pour m'amener. Je suis allé de moi-même. Oui. Je peux à un moment donné, comme ce fut le cas, avoir des divergences qui ont fait que j'ai quitté. Longtemps avant certains d'ailleurs, qui ne sont partis qu'en 2014. Donc ils sont restés plus longtemps que moi. Mais ni eux ni moi, en réalité, ne peuvent pas cracher cette... Nous sommes comptables, cette période-là, tous. Si demain on dit qu'on doit juger les gens qui ont gouverné ce pays-là, nous sommes dedans.
Chacun doit venir répondre ses actes. Deuxièmement, par rapport au CDP. Le CDP était au pouvoir, avec d'ailleurs les gens du MPP de maintenant, puisque c'est eux qui étaient les vrais CDP. Lorsque on a eu toutes ces évolutions-là. Moi, je suis passé après à l'opposition et j'étais encore resté. Ils ont même fait un congrès extraordinaire, là, qui était le premier, présidé par eux-mêmes pour dire qu'ils allaient déverrouiller l'article 37 de la Constitution. Antidémocratique, voilà. Vous vous rappelez. Bien. C'est ce CDP-là qu'on a combattu. Jusqu'à ce qu'ils ont fait scission et ils sont allés, donc ils sont venus à l'opposition. On les a reçus. Et d'ailleurs, on a eu un grand débat, très féroce. Parce que beaucoup de gens qui sont à leur côté aujourd'hui avaient dit, pas question. Et moi, je leur avais dit, notre rôle, c'est d'empêcher le déverrouillage là, de l'article 37. Toute personne qui peut venir nous renforcer pour que ce but-là soit atteint là, il faut l'accepter. C'est pour ça qu'on est ensemble. N'ayez pas de calculs. Ah, mais président, non, s'ils viennent, d'abord, ils vont nous diviser, et puis parce qu'après, ils vont gagner les élections. Est-ce que vous avez des remords aujourd'hui? Ah non, pas du tout, pas du tout. De les avoir acceptés, parce que finalement... Parce que si on ne l'avait pas fait, on n'aurait pas atteint l'objectif qui était d'empêcher... Donc sans eux, vous n'étiez pas sûr de faire tomber Blaise Compaoré. Les forces sont importantes. Oui. Si tu commènes un combat et que les gens viennent t'aider, mais si ça peut venir t'aider pour que ça aille plus vite, pourquoi tu vas refuser? Et j'ai dit aux gens, non, tout ce qui peut venir nous aider pour que ça aille vite là, il faut qu'on l'accepte. Si vous dites qu'ils ne viennent pas, et si tout seul on ne peut pas, est-ce que tout seul on peut? Est-ce que vous êtes sûr? Ça peut prendre plus de temps, il faut plus de force. On est allé donc aux élections. D'abord, il y a eu l'insurrection. Ce que je vais vous faire noter, par exemple, par rapport au CDP, quand il y a eu l'insurrection, et qu'il a fallu mettre en place les organes de la transition, personne n'a dit qu'il faut empêcher le CDP de venir, puisque le CDP a été invité à envoyer des députés de la transition. Non? Je n'ai pas entendu quelqu'un de la transition dire qu'il faut le dissoudre ou l'empêcher de venir. Au contraire, on a estimé que bien qu'ils aient été vaincus par l'insurrection, ils sont une partie intégrante de notre système politique, donc ils peuvent siéger dans l'organe, dans le conseil de transition, dans le parlement de la transition, aux côtés des insurgés. Je n'ai pas entendu qu'arriver là-bas, là, un insurgé a refusé de leur serrer la main parce qu'il dit que c'est le CDP. Aujourd'hui, pour vous... Attendez, je vais dire. Oui. Ensuite, quand nous sommes allés aux élections de 2015, on a pris une loi pour indexer des individus, mais pas le parti, par rapport à l'attitude qu'ils ont eue par rapport à l'article 37. On a dit, mais le parti peut, mais des individus, non. Ça veut dire qu'on accepte que, bien qu'ils aient été vaincus par l'insurrection, là, ils ont le droit de participer à la vie de la nation. Ils sont allés aux élections. Les Burkinabés ont voté démocratiquement. Et ils représentent la troisième force politique actuellement. Avec 18 députés, ils sont sortis. C'est ça. Donc, en dehors du MPP et du PC, ils sont la troisième force. Ceux qui ont voté pour eux, là, ce n'est pas des Tadjiks ni des Yougoslaves, hein? C'est des Burkinabés, comme vous et moi, qui, malgré l'insurrection, estiment que cette faute la mise de côté, c'est un parti à qui... La vie continue. La vie continue, fait confiance. Alors, ça veut dire qu'on vous fait aujourd'hui pour vous un faux procès par rapport à ce dossier. Oui. Ils viennent à l'Assemblée nationale. Oui. On doit partager les postes de vice-président. Et le MPP dit, ah, il faut qu'on donne un vice-président, une poste de vice-président au CDP. Personne ne les a obligés. À l'Assemblée nationale, est-ce que les députés MPP leur refusent de serrer la main des députés CDP quand ils sont là-bas? Posez-leur la question. Est-ce qu'ils refusent de serrer leur main? Si vous acceptez qu'un parti comme le CDP, qui est un parti légal, qui n'est pas clandestin, participe à la vie nationale et au combat démocratique, comment vous pouvez empêcher quelqu'un d'être en alliance avec eux? Puisque la vie démocratique est faite d'alliance et de contre-alliance. Mais j'ajoute que le MPP est mal placé pour nous faire la leçon à ce niveau-là. Moi, je connais des gens qui ont soutenu l'article 37 de la Constitution, en tout cas son déverrouillage, mais qui sont ministres aujourd'hui. L'exemple, par exemple, de Dabilou, le président du NTD. Enfin, on le cite. Je connais des partis, c'est un cas parmi tant d'autres. Des partis qui étaient dans l'ancienne majorité, qui sont aujourd'hui dans la nouvelle majorité. En quoi ils sont moins comptables que le MPP, le CDP? Dites-moi, M. Ouedraogo, le CDP est dirigé par qui aujourd'hui? C'est Edi Komboigo. Voilà. Le président, non, c'est ça? Le MPP est dirigé par... Le président par intérim, faites pas semblant de ne pas savoir. Non, c'est Simon Compaoré. Alors, vous dites Simon Compaoré. Oui. Si on doit comparer entre Edi Komboigo et Simon Compaoré, qui est plus coupable ou comptable du règne de Blaise Compaoré dans ce pays, à votre avis? C'est à l'opinion de trancher. Bon. Dirait-il que la réponse, elle est évidente. Elle est évidente. C'est Simon Compaoré, non? Bien entendu. Ah, d'accord. Donc, le MPP est mal placé pour nous faire ce faux procès-là.
qui est un procès de politiciens calculateurs. Parce qu'eux, en fait, quelle est leur tactique? Eux, comme ils disent ouvertement qu'ils sont contre le CDP, ils sont gênés. Mais eux veulent négocier en bas, et la nuit. Et surtout, eux, ils négocient un à un. Quelqu'un du CDP qui quitte venir au MPP, ah, c'est une bonne prise. Vraiment, c'est un ami. Donc, c'est le sigle qu'ils méprisent. C'est de l'escroquerie politique à laquelle nous, on n'entrera pas. L'escroquerie politique. Nous sommes une force politique qui cherche l'UPC à conquérir et à exercer le pouvoir d'État. Nous avons la modestie de savoir que tout seul, on ne peut pas y arriver. Parce que électoralement, chaque parti a son poids. Si, dans une élection donnée, les électeurs du CDP peuvent apporter leur voix à l'UPC par le nouveau pouvoir, pourquoi voulez-vous que nous refusons? Pourquoi? La théorie des baobabs, rendez-vous donc en 2020. Alors, Zéphirine Diaby, est-ce que vous avez des inquiétudes aujourd'hui? Le nouveau code électoral qui a été adopté? Oui, et c'est une inquiétude très sérieuse qui, je crois, est révélateur aussi de l'état d'esprit de ceux qui gouvernent notre pays actuellement. Vous voyez, quand on dit il faut les aider, il faut faire des propositions, le problème c'est que pendant que vous êtes dans cette disposition d'esprit-là, ils ne cherchent qu'à faire des coups bas et des coups politiques. Il y a des éléments dans ce code-là qui nous posent problème. Il y a un qui a trait un peu au système de vote ici, et puis il y a un autre qui a trait un peu à la situation de compatriotes de la diaspora. Par rapport à ce qui a trait au système de vote là ici, c'est cette idée de ne plus délivrer des cartes d'électeurs. Je crois que malheureusement dans le débat, les gens se sont focalisés sur le vote des Burkinabés d'étrangers et n'ont pas perçu bien cet aspect-là. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, vous savez que jusqu'aujourd'hui, quand on approche les élections, la CENI déploie des hommes et des femmes dans les villages. Enrôlement, les populations se déplacent naturellement. Et on t'enrôle devant tout le monde. On te donne ta carte devant tout le monde et ça y est. On nous dit qu'il y a un nouveau système qu'il faut maintenant mettre éventuellement en application parce que ce serait moins cher, j'attends de voir, qui consiste en quoi? Qui consiste à aller à l'ONI, prendre le fichier de l'ONI, puisque l'ONI délivre le CNDB, et à extraire dans ce fichier-là de l'ONI les femmes et les hommes qui auront eu 18 ans dans l'année. Donc c'est l'ONI qui va dire, en 2019 par exemple, voici ceux qui ont eu plus de 18 ans ou qui ont 18 ans. Et à leur envoyer des SMS pour leur demander si ça les intéresse même de participer au scrutin et à leur envoyer des récépissés. C'est là où on a un problème. Parce que la création même de la CENI a été l'aboutissement d'un long combat avec cette volonté-là de couper le cordon ombilical entre la CENI et le ministère en charge de la gestion des territoires, le MATED. C'est ça le principe. Mais le fichier de l'ONI, il est dirigé par qui? Il est dirigé par le ministère de la Sécurité. Vous ne croyez pas en l'ONI? Je ne crois pas en un instrument qui est dans les mains des ministères politiques. Vous avez une CNIB, non? Oui, tout à fait. Vous avez un passeport. Non, je suis d'accord. Mais c'est l'ONI qui vous donne tous ces documents. Attendez, vous voyagez avec ces documents. Non, je suis d'accord. Oui. Une chose est d'avoir une CNIB, mais une chose est que l'ONI, dont le gouvernement, transmette chaque année à la CENI la liste des gens dont on dit qu'ils ont atteint 18 ans et à qui il faut donner des cartes d'électeurs. Il faut être vraiment naïf quand on est en politique là. Dans la manière que l'on sait de ces gens qui sont au pouvoir, qui ne sont pas arrivés aujourd'hui, qui sont des grands spécialistes de ce genre d'entourloupe là, pour leur donner ce pouvoir. En fait, on ramène au niveau du ministère ce qu'on a appris il y a plus de 20 ans. Ça pose un problème. Et là, nous avons une opposition frontale par rapport à ce système-là. Nous nous disons... Donc vous allez combattre cette manière bien de entendu, procéder. mais on a commencé à la combattre et on ne s'est pas entendu. On a dit que ce n'est pas bon. Parce que même si éventuellement la CENI, elle croit que c'est une manière pour elle de diminuer ses coûts, faire en sorte que c'est le fichier donné par le ministère de la Sécurité qui serve de base, c'est ouvrir la voie à toutes les manipulations possibles, comme on l'a vu dans les pays voisins. Et si la CENI vous dit qu'elle n'a pas les moyens de faire l'enrôlement, finalement? Pour qui vous dit qu'elle n'a pas les moyens? Je vous pose la question, si éventuellement cette hypothèse-là arrivait. C'est d'abord, c'est l'État qui doit dire qu'il n'a pas les moyens, ce n'est pas la CENI. C'est l'État qui donne les moyens à la CENI. Depuis que nous sommes en démocratie, je n'ai jamais entendu dire qu'il n'y a pas les moyens pour faire l'enrôlement. Ce n'est pas un enrôlement massif et global, c'est uniquement ceux qui atteignent l'âge de voter. C'est un coût que l'on connaît, et c'est budgétisé. Deuxièmement, par rapport à nos compatriotes de l'étranger, tout ce débat qu'on nous a amené sur... la CNIB, le passeport... Voilà, la carte consulaire biométrique, on sent bien, et on l'a vu dès les premiers jours, ils ont peur du vote des Burkinabés d'étrangers. On a fait une proposition pour dire
qu'à terme, il faudrait peut-être un document unique qu'on appelle une carte d'identité nouvelle version. Vous le dites vos termes. Oui. Mais c'était valable pour l'intérieur. C'était valable pour l'intérieur. Oui. Pas pour l'extérieur. Pour l'extérieur, on a dit, il y a 3 documents qui sont délivrés par l'État. Pour des raisons qu'on ne s'explique pas, eux nous disent, d'abord ils avaient dit la CNIB. Après, ils reviennent pour dire, bon, finalement, le passeport, on peut accepter. Bon, après avoir un peu analysé, je ne sais quoi. Et puis ils nous disent, la carte consulaire, non. Et on nous dit, oui, parce que ça a été fait dans des conditions qui ne sont pas très claires. Mais c'est vous qui êtes au pouvoir. C'est nous qui devons dire ça. C'est vous qui êtes au pouvoir quand ça se faisait. Nous, on n'était plus là-bas. Mais le plus grave, ajouté à ça, quand vous dites, par exemple, dans un pays comme la Côte d'Ivoire, que pour voter, on ne peut le faire qu'à l'ambassade ou dans un consulat. Alors que les Burkinabés de Côte d'Ivoire sont répartis à travers l'ensemble du territoire. C'est une manière pour vous de minimiser leur participation. Mais moi, j'étais ici quand l'élection, j'étais dans mon bureau quand l'élection du Mali s'approchait. Et j'ai reçu donc une délégation des partis politiques du Mali qui sont venus m'expliquer qu'au Burkina, ils allaient voter. Et je dis, mais votez où? Ah non, nous avons eu la chance que notre gouvernement a vu votre gouvernement qui va nous donner des salles de classe pour qu'on puisse voter. Et je leur dis, mais en Côte d'Ivoire, ça se passe comment? Ils disent, mais ça se passe de la même manière. Le gouvernement malien a négocié avec le gouvernement ivoirien. Donc, on a ouvert des salles de classe. Mais il faut faire autant en Côte d'Ivoire et le débat est clos. Il est clos. D'accord. Il faut qu'on évolue parce que nous sommes pratiquement pris par le temps. Allez. Oui, Edi Kombogo qui déclare, un président du CDP lors d'une interview, que l'insurrection a été une erreur. Est-ce que votre opinion? Non, c'est pas mon opinion. Et ça montre bien qu'on n'est pas obligé d'avoir la même opinion. Oui. Ce n'est pas mon opinion. D'abord, les phénomènes historiques ne sont jamais des erreurs. Les phénomènes historiques, notamment populaires, ne sont jamais une erreur. Oui. Un peuple ne se trompe pas, c'est un individu qui se trompe. Maintenant, on peut dire que la gestion de l'après-insurrection, il y a eu des erreurs peut-être. Là, on peut regarder. Mais sinon, si c'était à refaire, les combats que vous allez mener, vous allez les refaire. Bien entendu. Bien entendu. Ce n'est pas une erreur. Un peuple qui se soulève ne commet pas une erreur. Mais c'est la gestion de l'après, la situation d'après, qui peut éventuellement comporter. Et je pense que peut-être c'est là qu'il voulait en venir. Sinon, une insurrection, une révolution n'est jamais en soi une erreur. C'est un mouvement populaire. C'est-à-dire qu'un peuple à un moment donné, et le peuple a toujours raison face à un individu, à un moment donné estimé que vis-à-vis d'une situation donnée, il faut qu'elle s'exprime d'une manière donnée. Ça ne peut pas être une erreur. Et les Burkinabés doivent tirer les leçons. Bien Alors, entendu. peut-être 2 questions rapidement avant de clore l'émission avec Oui. vous. Votre présence au domicile de Safiatou Lopez Zongo, Oui. qui a été mal interprétée dans l'opinion. On dit, mais qu'est-ce que vous êtes allé faire chez elle ce Non, jour-là? par qui? Par l'opinion. Mais Vous c'est n'avez pas qui vu les l'opinion? réactions? Non, mais moi j'ai vu d'autres réactions. J'ai vu d'autres réactions. Donc on ne parle pas de une personne. Est-ce que vous aviez un rôle à jouer ce jour-là? Non, je n'étais pas loin en réalité. Je n'étais pas loin. Quand j'ai été interpellé par 2 camarades des OSC qui m'ont dit, ah, président, il y a un problème. Comme je n'étais pas loin, donc j'ai démarré avec mon chauffeur et on va passer le reste qui se passe. Ça se passe comme ça. Mais au-delà de ça, c'est quelqu'un qui mène un combat, Oui. avec qui je n'ai pas d'affinité particulière. Ah oui. Non, je n'ai pas d'affinité particulière. Et d'ailleurs, vous savez que dans son poste, il y a quelques mois, elle m'avait même égratigné. Vous avez lu ça vous aussi, j'imagine. Je n'ai pas d'affinité particulière. On s'était connus sous le combat contre l'article 37. Elle était à l'époque au MPP. C'est les gens du MPP qui l'ont présenté en son temps comme étant une de leurs camarades. Elle était même, je crois, membre du bureau politique national du MPP. Bon, mais même elle dirigeait une OSC. Mais pour nous, ce n'est pas ça qui compte. Pour nous, c'est le principe de défendre les libertés quand elles sont attaquées. Quand il a envoyé son message aux camarades des OSC en disant vraiment, mon domicile est encerclé, j'ai un problème, et qu'ils m'ont alerté alors que je n'étais pas loin, je dis, mais vous êtes où? Ils disent, c'est à côté ici. Je dis, moi, je suis en train de passer, je vais regarder. Et quand nous sommes arrivés, bon, j'ai fait semblant comme si, est-ce qu'on peut aller lui rendre visite? On nous a dit non. Il y a une opération qui se mène ici. Voici les tenants et les aboutissants. Où est le problème? Même en tant que simple citoyen, je peux aller. Parce qu'en même temps, ça peut m'arriver à moi demain. Ça peut m'arriver à moi demain. Et si ça m'arrive à moi demain, je serais content que si j'appelle les gens au secours, là, vraiment, ils viennent vite. On ne sait jamais. Voilà qui est clair. Peut-être une avant-dernière question. Zéphirine Diaby, dites-nous votre plainte contre Simon Compaoré finalement. Vous avez été entendu par la gendarmerie. Depuis lors, on ne sait plus où se trouve le dossier. Moi non plus. J'attends de voir. J'attends de voir où ça en est. Et mon avocat n'a pas été non plus appelé pour une raison ou une autre. J'espère que nous ne sommes pas en train d'assister à un enterrement de première classe, puisqu'il y a quand même un personnage, comme il y a un personnage très puissant de l'État qui est concerné. Nous, on souhaite bien qu'on aille au fond de cette affaire très vite, parce qu'il est allé dans une posture qui n'honore pas sa fonction. Et en même temps, il s'est mêlé d'un problème qui ne le regarde pas, c'est un problème au sein de l'UPC. Voilà. Si des traîtres qu'ils ont achetés sont en train de se constituer pour éventuellement négocier avec eux au gouvernement,
même s'il a l'intelligence, il ne le fait pas ouvertement. Mais tel qu'il a fait, vous savez, moi je me sentais un peu ridicule de voir mon ministre de la Sécurité affublé comme un dozo, un dozo de Céline Rambo là, et que à travers tout le monde entier, toute la planète là, on se moquait un peu des Burkinabés. Ouais. Mais pour nous, c'est le fait qu'il ait proféré des menaces contre ma personne. Voilà. Donc j'attends de voir ce qui va se passer. Alors est-ce qu'aujourd'hui, après quelques années plus tard, le départ de Blaise Compaoré du pouvoir, vous êtes prêt à le rencontrer? Qui ça? Blaise Compaoré, l'ancien président. Bon, la question pour moi n'est pas encore à l'ordre du jour. Voilà, on n'en a pas réfléchi à ça. Mais les rencontres entre les gens, vous savez, il y a plusieurs occasions, hein, ça peut être fortuit. Il n'est pas un acteur de la vie politique nationale. Mais il peut avoir son mot à dire tout de même, Bon, de par son statut d'ancien président du Burkina. Il peut avoir son mot à dire, mais ce n'est pas encore à l'ordre du jour. Oui. Que deviennent vos camarades de l'UPC-RD? C'est à vous que je dois poser la question, puisqu'ils invitent la presse... vous avez parlé de traître tout à l'heure. Oui, tout à fait. Mais vous n'êtes pas prêt à les pardonner pour ce qui s'est passé? Mais la question n'est pas de notre point de vue. Ces gens ont trahi le parti. Ils se sont ligués, instrumentalisés par le MPP, parce qu'on leur a dit, si vous vous constituez dans un groupe parlementaire à part, on pourrait avoir des postes de ministre. En fait, c'est ça la réalité, c'est ça le fond du débat. Tout ce qu'ils ont raconté sur le mode de fonctionnement du parti, le caractère dictatorial du président, c'est de la poudre aux yeux. Vous savez qu'en fait, la politique, il y a deux types de personnages qui viennent dans les partis. Il y a ceux qui viennent parce qu'ils croient au combat, et puis il y en a pour qui le parti est un instrument qu'on utilise pour je ne sais pas quel... Oui, c'est malheureux ce qui s'est passé. C'est très malheureux pour la démocratie et pour eux-mêmes. Mais vous savez, nous, on n'est pas pressés. C'est vrai qu'ils ont l'avantage aujourd'hui de prendre le mandat en otage. Mais 2020, on va aux élections. Nous, on sait qui pèse quoi. Beaucoup, l'extrême grande majorité d'entre eux ont été élus parce qu'ils étaient candidats UPC. C'est l'étiquette du parti qui les a élus. C'est le sigle du parti qui les a élus. C'est le soutien du parti qui les a élus. Quand on arrive, quand on regarde maintenant, après, s'ils vont pouvoir se faire élire, qu'ils aillent ailleurs, on verra bien. Nous sommes prêts au combat. Pour ceux qui ne viendront pas. Mais ceux qui reviendront, nous allons oublier et continuer parce qu'on estimera qu'ils ont fait un mal honorable. Mais ceux qui vont continuer, nous allons les affronter et nous allons démontrer à ce moment-là que c'est grâce à nous qu'ils sont devenus députés. L'un de vos anciens camarades, notamment lui, Armand Wali, se retrouve aujourd'hui conseiller diplomatique du président du Faso. Vous vous attendiez à ce qu'il occupe un tel poste de responsabilité? Ce n'est pas une question qui était dans mon esprit. Il n'était plus à l'UPC. Donc, dès lors qu'il a quitté... Donc, sa nomination vous a quand même tiqué. Pourquoi? Il a eu à faire beaucoup d'écrits et tout. Oui, mais le président du Faso est libre de nommer qui il veut au poste qu'il veut. C'est lui qui organise son entourage. Donc, il choisit les gens en fonction de ce qu'il pense qu'ils peuvent lui apporter. Nous l'avons exclu, parce qu'on pensait qu'il ne peut plus nous apporter. Mais quelqu'un d'autre peut penser qu'il peut lui apporter quelque chose. Si le président du Faso passe le contraire, il le ramène à ses côtés. En quoi ça nous concerne, nous? Donc vous lui souhaitez que bonne chance. Mais bien entendu, on continue notre chemin. Alors, vous avez réussi un exploit, je vous l'ai dit tout de suite. Ça fait la 3e fois que vous êtes reçu dans cette émission. Vous êtes la seule et unique personne à être reçue 3 fois ici. Alors, est-ce que la 4e fois, vous souhaitez que ce soit à Kosiam ou au CEFOP? Je vous laisse le soin de non, choisir. Non, je vous pose la question. C'est à vous de choisir. Non, c'est à vous de me dire. C'est à vous de choisir. Est-ce que vous souhaitez que ce soit au CEFOP ou à Kosiam? Est-ce que vous souhaitez être reçu au CEFOP ou à Kosiam? Moi, je vous pose la question. Eh bien, c'est à moi de poser les questions. Non, bon, mais je peux aussi en poser quelques-unes. Ben, celle-là, au moins, j'attends votre réponse. Bon, d'accord. De toute façon, quand la 4e occasion va se présenter, c'est là où je serai que je vais vous recevoir. Et vous souhaitez particulièrement que ce soit à Kosiam? Non, c'est là où Dieu décidera que je serai que je vais vous recevoir. Ben, merci à vous. C'est moi qui vous remercie. Merci beaucoup. Aux téléspectateurs de Burkina Info, ainsi prend fait le rendez-vous de ce jour. C'était Zéphirin Diabré, le chef de file de l'opposition politique, le président de l'Union pour le progrès et le changement. Merci à vous. Vraiment, ça fait plaisir de vous recevoir. C'était un peu chaud, mais c'est dans la dynamique de l'émission aussi. Tout à fait. Voilà. Très bonne suite de programme à tous et à toutes et à très vite sur nos antennes. Bonsoir chez vous.